Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le journal sur la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, un pas important franchi pour la survie de l'administration et l'accroissement de la productivité. C'est sur ces mots que le chef du gouvernement a clos le 14 juin dernier les travaux portant sur la remise à plat des salaires des agents publics de l'État. Retour dans quelques instants sur les recommandations de cette conférence première du genre avec le professeur Seni Ouedraogo, ministre en charge de la fonction publique. Dans l'actualité, ce soir également, un zoom sur ce fait dans notre société, la condition des filles devenues mères par la force des choses. Elles sont contraintes d'abandonner les bancs de classe, souvent rejetées par leur famille. Comment gèrent-elles le quotidien? Quels débouchés leur sont offerts? Un dossier pour en savoir davantage dans quelques minutes. Il a connu le rejet, mais aujourd'hui, il est devenu le héros de la République démocratique du Congo. Le père Lucien Abunga était mis en quarantaine parce que porteur du virus d'Ebola. L'homme de Dieu en est totalement guéri selon les autorités sanitaires et devient ainsi le symbole vivant de la lutte contre Ebola en RDC. Bienvenue à tous. Le saviez-vous, des milliers de naissances ne sont pas enregistrées à l'état civil dans la région du Sahel. Rapidro, c'est une application développée pour renverser la tendance. Elle permet aux acteurs d'enregistrer les naissances rapidement, mais surtout sûrement. Le projet est porté par la Direction générale de la modernisation de l'état civil en partenariat avec l'UNICEF et l'Union européenne. Yamba Nakoulma et Jérôme Tendano pour le reportage. Environ 60% des naissances ne sont pas enregistrées à l'état civil dans la région du Sahel, selon l'enquête multisectorielle continue EMC 2015. En collaboration avec l'UNICEF, la Direction générale de la modernisation de l'état civil développe des stratégies pour inverser la tendance. Il s'agit de faire en sorte qu'on a ces plans pour que tous les enfants soient identifiés et leur naissance soit notifiée au service d'état civil, pour qu'on essaie de voir parmi les enfants notifiés combien ont été, que les parents sont allés déclarer combien ont été enregistrés pour avoir une situation. Cet atelier, en fait, s'inscrit dans le cadre d'un projet qui vise à intégrer les technologies de communication, notamment l'utilisation des portables pour la notification ou du moins la déclaration des naissances. La mise en œuvre de cette initiative requiert l'implication des collectivités territoriales. Celles-ci entendent bien jouer leur partition. Nous allons créer des centres secondaires pour rapprocher encore plus les populations, donc, afin que les actes d'état civil soient plus proches donc, des populations. Nous allons essayer aussi d'accompagner les structures déjà existantes, telles que les ASPC qui sont dans les villages. Cet atelier marque le début d'une série de formations des acteurs de l'état civil en vue de l'opérationnalisation de l'outil Rapid Pro. Les 12, 13 et 14 juin dernier, les forces vives de la nation ont participé à la conférence nationale sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics de l'État. À l'issue des 3 jours de travaux, on note que près de 80% des agents de l'État verront bientôt leur salaire à la hausse contre 20% sans changement. 3 recommandations se dégagent également de ces assises auxquelles 26 organisations syndicales ont pris part. Professeur Seni Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir madame. Alors la CGTB, Confédération Générale des Travailleurs du Burkina, n'a pas assisté à ces travaux. Cela peut-il remettre en cause les conclusions des travaux de la conférence? Merci madame, je voudrais vous remercier pour l'occasion qui nous est donnée de parler, de faire le point sur le bilan de la conférence des 12 et 14 sur les rémunérations. Je crois que ce qu'on a annoncé, c'est un processus dynamique. Il y a des acteurs qui n'ont pas pu prendre part à la conférence, mais comme il a été dit lors des activités, c'est un processus qui sera long, qui se veut inclusif. Donc le gouvernement continue de tendre sa main aux acteurs qui n'ont pas pu venir pour une raison ou pour une autre. On espère que tous ces acteurs-là prendront les trains en marche. Mais je peux vous dire que c'est une dynamique qui est en cours et que les résolutions qui ont été prises, qui vont être affinées, vont être mises en œuvre. Et certaines voix s'élèvent, Monsieur le ministre, pour dénoncer donc le fait de la non-participation de cette confédération générale notamment. Et elles jugent, ces voix jugent donc que les syndicats ayant participé à la conférence ne seraient pas assez représentatifs des agents publics de l'État.
Madame, je vais vous faire observer qu'au Burkina Faso, il n'y a pas un indicateur actuellement objectif de mesure de la représentativité des partenaires sociaux. Vous savez bien qu'il y a un dispositif national qui n'a pas encore été mis en œuvre. C'est celui de l'organisation des élections professionnelles, disons, au sein des partenaires sociaux, à l'effet de déterminer les partenaires qui sont les plus représentatifs. Mais en attendant que cette situation puisse se réaliser, l'indicateur qui est retenu objectivement, ce sont les centrales. On en a 6 qui sont organisées autour de l'unité d'action syndicale, auxquelles sont rattachés des syndicats autonomes. Je vais vous faire observer que 5 centrales syndicales ont pris part je dirais, à la conférence sur les 6. Donc, c'est la preuve que nous discutons avec tous ceux qui ont envie de venir, et que par mon truchement, le gouvernement a pris le soin d'inviter toutes les centrales syndicales, celles qui comptent, pour qu'elles prennent part à la conférence. Je dis, pour des raisons que moi j'ignore, une centrale n'est pas venue. Il y a des syndicats autonomes qui ont été invités qui ne sont pas venus, mais j'ose espérer que pour la mise en œuvre des recommandations issues de la conférence, ou aussi pour la discussion autour de certaines questions qui n'ont pas été tranchées, les autres acteurs nous rejoindront. Alors, votre collègue, la ministre en charge des Finances, annonce que 80% des salaires seront revus contre 20% qui resteront inchangés. Sur le terrain, comment cela va-t-il se traduire? Madame, c'est qu'en allant à la conférence, plusieurs objectifs étaient visés, mais principalement, il s'agissait de gagner le défi au niveau de 2 grands principes. Le premier principe est celui de la soutenabilité budgétaire, c'est-à-dire la capacité pour l'État à pouvoir payer les salaires, donc rémunérer ses agents publics, mais de pouvoir aussi dégager des ressources pour réaliser des investissements structurants et productifs. Et donc, dans cette perspective, il fallait aussi respecter les ratios communautaires, puisque vous savez que notre capacité de recouvrement est assez ténue actuellement. Et puis, le second objectif, qui est à la source des revendications récurrentes dans l'administration publique, c'est la question de l'inéquité existante entre les travailleurs du secteur public. Et donc, pour les scénarios qui ont été proposés, issus des propositions des parties prenantes, il s'est agi donc de trouver un point d'équilibre entre les rémunérations les plus élevées qui sont servies aux agents publics et les rémunérations des agents, les rémunérations les plus basses. Donc, c'est-à-dire pour les agents qui se retrouvent au niveau de la loi 081. Donc, c'est la recherche de cet équilibre-là qui a permis de déterminer un point d'équilibre qui va permettre donc de rehausser sensiblement les salaires. Combien, par exemple? Est-ce que vous avez des chiffres exacts? Non, on n'a pas de... Puisqu'on a travaillé sur des moyennes. On a travaillé sur des moyennes et les moyennes varient d'un emploi à un autre. Parce que pour déterminer, je dirais, ce principe d'équité, il a fallu pour les parties prenantes de déterminer quel devrait être le critère objectif pour déterminer les rémunérations. Donc, pour conduire le processus, il y a 2 éléments qui ont été distingués. D'abord, la partie indiciaire, et puis du salaire, et puis secondo, la partie indemnitaire. Puisque vous savez que pour la partie indiciaire, il fallait trouver quand même un critère objectif. Les parties ont dit qu'il faut trouver le critère objectif qui pourrait être retenu, c'est le diplôme et le niveau de qualification. Donc désormais, si vous êtes journaliste, vous êtes enseignant, vous êtes infirmier, etc., si vous êtes rentré avec le même diplôme, c'est-à-dire le BPC par exemple ou le bac, vous aurez le même salaire indiciaire si vous avez fait, après votre diplôme, un certain nombre d'années de formation identique. Et donc, c'est ça qui permet de pouvoir corriger le salaire de ceux qui n'étaient pas, dans, je dirais, le point d'équilibre. Et donc, on a une variation qui peut aller même jusqu'à 30 000 francs pour certains agents qui étaient dans les situations les plus faibles. Pour ce qui concerne les indemnités, c'est un processus qui est plus difficile puisque vous savez qu'on était dans un système assez complexe. Donc, d'un emploi à un autre, on avait une pluralité d'indemnités. En 2014, l'exercice avait consisté à dire qu'il fallait rationaliser autour de 4 grandes indemnités, mais ça n'a pas tenu parce que, bon, pour certains emplois, ils avaient pu avoir d'autres privilèges. Donc, la réflexion continue, les concertations vont continuer pour qu'au niveau de la part indemnitaire des salaires, on puisse aussi trouver un mécanisme qui nous permette de trouver, je dirais, un point d'équilibre qui soit le reflet de l'équité retrouvée en ce qui concerne les traitements des agents publics. Et quelles sont les échéances, justement, non seulement par rapport à la mise en œuvre des recommandations qui, rappelons-le, sont 3, donc vous l'avez tantôt évoqué, il s'agit de poursuivre donc
ces discussions avec la mise en place d'un comité de suivi de ces recommandations, mais également un comité technique donc de suivi, et puis aussi une concertation entre le gouvernement et les acteurs des collectivités est prévue. Quelles sont les échéances prévues? Je crois que les échéances sont variables, mais substantiellement pour les décisions les plus importantes que les agents publics attendent, c'est-à-dire l'augmentation des salaires pour ceux qui connaissent une incidence, je dirais, à la hausse ou au maintien. Donc, pour ces éléments, la date d'effet, ça va être janvier. Donc, il faut distinguer bien. Janvier 2019. Janvier 2019, c'est la date d'effet. Ça ne veut pas dire que quand on se réveille le lendemain du 31 décembre, donc le 1er janvier, le salaire, c'est-à-dire l'effet, s'il y a une augmentation, elle doit avoir lieu à partir de janvier. On pourrait payer ça en mars, on pourrait payer ça en avril, en août. Donc, avec un rappel. Avec un rappel. Donc, ça, c'était bien dit. Pour les autres points, le comité technique, le comité de suivi, ça, ce sont des mécanismes qui vont rapidement se mettre en œuvre. Vous savez aussi que pour les incidents de ces salaires, il faut les prendre en compte dans la loi des finances. Donc, pour la loi des finances qui va être adoptée en courant novembre-décembre, les incidences vont être prises en compte. Et puis, il s'agit aussi d'adopter une loi organique. Voilà, donc c'est toute une série d'actes à prendre et qui pourront se faire progressivement. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de la tenue de cette conférence? Je crois que la tenue de la conférence en elle-même était un défi qu'il fallait relever. Et donc, le fait déjà que les Burkinabés s'asseyent pour se parler, c'était déjà une bonne chose. Parce que je vais faire observer que le Burkina Faso fait partie d'un groupe d'États francophones qui ont des difficultés à trouver une certaine, je dirais, cohérence dans leur système de rémunération. Donc, il y a des pays qui ont commencé le processus avant nous. Je fais allusion à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin. Mais nous avons commencé un processus en tirant, bien sûr, des leçons de ces expériences des autres pays. Nous avons choisi la solution d'aller lentement, mais avec sûreté, tout en prenant le soin d'inclure tout le monde dans le processus. Donc, la tenue, c'est déjà une bonne chose. Il est une bonne chose, et ça, je voudrais profiter de votre micro pour saluer la télévision nationale, la radio nationale et tous les autres médias qui nous ont accompagnés dans ce processus. Vous avez vu que la première journée a été entièrement diffusée sur vos antennes. La plénière, c'est-à-dire la discussion des parties prenantes sur la restitution des travaux, a été présentée directement à la TNB, mais aussi à la radio nationale, pour montrer que, contrairement à ce que se disait dans certains couloirs, il n'y a pas eu un document qui était déjà préparé et qu'il s'agissait pour la conférence de la valiser. Donc je pense que... Vous êtes satisfait de façon générale? Substantiellement, on est satisfait que le processus ait déjà commencé et que nous ayons tous pris conscience que c'est un exercice très difficile et que pour la correction des problèmes qui se sont tassés sur 60 ans, aucun Burkinabé ne peut avoir la prétention de détenir une baguette magique pour transformer la vie des Burkinabés, je dirais, de façon automatique. Donc, il s'agit de discuter progressivement, sereinement, mais dans une confiance mutuelle. Est-ce qu'en tant que ministre de la fonction publique, vous comprendriez une nouvelle ébullition de l'ambiance sociale, en tout cas venant des agents de la fonction publique, après la tenue de cette conférence-là? Madame, je pense que votre question appelle une réponse à deux niveaux. Il y a le volet, je dirais, personnel, je pourrais dire, qui voudrait que le ministre de la fonction publique que je suis souhaite que les conclusions qui en sont issues soient réceptionnées, je dirais, avec sérénité par les agents publics et qu'on attende leur mise en œuvre et que ces conclusions-là soient la fin, je dirais, des revendications tout azimuts. Mais aussi, il faut garder un certain réalisme, c'est de dire que dans un processus qui est à apporter des corrections, et comme vous l'avez dit, certains agents vont se trouver dans une situation stationnaire pour quelque temps. Ils gagnent parce que de toute façon, le principe, on a aujourd'hui maintenant légitimé, on a donné de la légitimité aux revenus qu'ils gagnent. Et donc, de ce point de vue-là, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des comportements réactifs par rapport à ces décisions, parce que véritablement, pour ceux qui sont heureux, tant mieux, mais pour ceux qui vont devoir faire un petit sacrifice, il y a donc un temps, je dirais, d'introspection pour pouvoir bien accueillir et changer de logique. Et donc, ça peut conduire justement à ce que des revendications continuent, mais j'ose espérer que tout le monde va comprendre que ce qui se jouait, c'est l'avenir du Burkina.
C'est aussi l'avenir des travailleurs burkinabés qui ne doivent pas oublier qu'ils sont 186 000 sur plus de 18 millions d'habitants. Et les 186 000 sont des privilégiés qui doivent comprendre que ceux qui les regardent sont dans l'attente de recevoir les fruits de la croissance. Merci à vous, professeur Seni Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes le ministre de la fonction publique du travail et de la protection sociale. Et sur notre plateau, vous reveniez sur les conclusions de la conférence nationale des forces vives sur le système de rémunération des agents publics de l'État. La suite de ce journal nous conduit dans l'est du pays. L'Agence française de développement y soutient le projet de sécurisation alimentaire. Des réalisations ont été faites à Madeni, à Tambiga, 2 villages situés dans la province du Gourma, où les populations ressentent au quotidien l'impact de ce projet. Il est plutôt positif, nous rassure Yaya Traoré, Seydou Amadou Nikiema et Mahamadi Ouedraogo. Cette visite des représentants de l'Agence française de développement vise à toucher du doigt les réalisations du projet de sécurité alimentaire dans l'est du Burkina Faso en matière de lutte contre l'érosion des terres culturelles. À Tambiga, dans la commune de Fadangourma, les producteurs adoptent les techniques de culture comme les cordons pierreux, les demi-lunes et le zaï. Ici, à Mandeni, une autre localité de la commune de Fada, près de 200 producteurs du riz attendent l'aménagement de ce bas-fond de 100 hectares. C'est au nom de la production de riz, on est allé à l'agriculture, aller demander de nous soutenir. Donc ils ont dit qu'il y a un projet qui est là pour l'aménagement du bas-fond. Donc que c'est le PSAE, ça va développer notre village et puis les travaux vont s'améliorer. On va gagner plus. Avec l'appui qu'on a reçu, vraiment, ça va nous faciliter le travail, ça va permettre de restaurer nos sols et en même temps augmenter nos rendements. Une visite de terrain qui rassure les partenaires financiers du projet. Il y a vraiment un fort engagement à la fois de l'ensemble des équipes pour la mise en œuvre du PSAE. Et puis, on le voit ici, un engagement des populations dans la mise en œuvre des activités qui vont contribuer à améliorer leur sécurité alimentaire et avoir une meilleure production, plus résiliente aux aléas climatiques. À cette sortie, les échanges ont aussi permis aux producteurs d'exposer leurs doléances au PSAE et ses partenaires. Avec le peu de moyens dont elles disposent, des femmes se sont érigées en véritables combattantes des déchets dans la ville de Toma. Au quotidien, elles arpentent les artères de la capitale de la province de Nayala, région de la boucle du Mouhoun, pour collecter des ordures qui déforment la physionomie de la commune. Leur initiative est fort appréciée, nous disent Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Elles sont au nombre de 70 à veiller à la propriété des services publics de la ville de Toma. Ces dames contribuent chaque jour à réduire considérablement l'insalubrité dans cette ville. Il faut dire qu'il y a une très bonne collaboration entre nous et puis ces dames-là. Quand on rentre maintenant au niveau du serment de Toma, on ne retrouve plus les sachets et autres ordures un peu déversées dans le serment. Donc il faut dire qu'elles font un très bon boulot et on les encourage pour ça. En dépit du manque de matériel pour mener à bien le travail, elles mènent cette activité de façon volontaire pour le moment. Les femmes et tous ont pris le courage de faire la propriété de la commune. Bon, ce matin, nous étions allés à l'hôpital pour le nettoyage et le centre-ville de la commune. Nous n'avons pas déjà eu un accompagnement, c'est l'association même qui ont contribué 100 francs, 200 pour payer des balais. Le maire, conscient du rôle que jouent ces femmes pour l'assainissement de la commune, entend les accompagner à travers une dotation en matériel entre autres. C'est une association qui nous appuie considérablement, en tout cas dans l'assainissement de notre ville. Un travail que nous apprécions à sa juste valeur. Parce que déjà au niveau de notre budget primitif de l'année 2018, nous avons inscrit une ligne en tout cas, qui va consister à acquérir du matériel pour ces associations qui œuvrent dans le domaine de l'assainissement de la ville, notamment pour ce qui est de la gestion des ordures ménagères de la ville. Donc, en tout cas, sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Parce que je sais que dans 1-2 mois, la mairie va apporter une dotation en matériel à cette association. C'est un peu ça. Également, il y a des projets que nous avons soumis à certains bailleurs. Nous espérons qu'avec
avec ces requêtes-là, il y a de fortes chances, des possibilités que nous donnons également du matériel encore pour venir renforcer le parc. Ces dames, qui sont la plupart des veuves et des personnes démunies organisées en association, comptent étendre leurs activités dans les autres communes de la province du Nayala et espèrent avoir une rémunération par leur travail un jour. On en vient à ce dossier qui nous conduit dans la cité du paysan noir. L'épineux concept de la fille mère en est le sujet. À Banfora, elles sont nombreuses dans ce cas et se retrouvent adultes par la force des choses. Comment trouvent-elles leur place dans une société qui porte un regard accusateur sur ces filles devenues mères? Reportage avec Karim Ilboudo et Mireille Carole Tourma. Difficile de joindre les deux bouts, de concilier vie de mère et études. Pour ces jeunes filles, la vie a pris un autre tournant. J'ai eu l'enfant quand j'avais les 17 ans, mais ce n'était pas plein 16, 17 ans comme ça, à ma 4e. J'ai arrêté les études l'année passée. Parce qu'il y a l'enfant qui est là, c'est un obstacle pour moi d'aller à l'école. En tout cas, ce n'était pas facile. J'avais 16 ans, j'ai eu une fille. Le papa ne s'en occupait pas. J'étais seule. J'ai trop souffert. La région des Cascades, c'est le fief des filles mères. Et si je prends Birigadougou, Banfora, Nyangologo, et même Kankalaba, Lumana, je dis on n'en peut plus. Même les élèves de la classe de CE2, elles sont enceintes. Elles ont toutes une histoire, différentes les unes des autres, avec pour point commun la désillusion d'un amour qui n'a pas abouti. C'était entre élèves. C'était pas pour de l'argent. On était entre élèves. Ça a gâté mon école. Je n'ai pas appris. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de m'occuper de ma fille. C'était un professeur dans notre classe. Il nous enseignait. Donc après, comme c'était la grossesse chez nous, quand tu enseignes, tu peux rester en famille. Il a été de bonne foi qu'il va m'accueillir chez lui. Je suis allée, j'ai accouché, faire... C'était à ma 4e, donc il m'a encadré à la maison. Dieu merci, j'ai eu le BPC l'année passée. J'ai fait 2 années blanches et puis après j'ai eu le BPC l'année passée. Il allait faire les fiançailles. Après encore, on ne s'est pas entendu. Ça, donc je suis revenue en famille encore. Je regrette vraiment. C'est pas parce que Bon, présentement, les gars là, ils se comportent de façon, je ne comprends rien. Donc je lui ai dit, comme c'est comme ça là-haut, moi je ne veux plus faire les études. Je vais arrêter les études là. Maintenant, c'est le commerce que je fais. Je ne lui demande rien maintenant, il ne m'appelle plus, je ne l'appelle plus. Si tu vois qu'il m'appelle pour demander la santé de son enfant, sinon rien d'autre. Moi, si je lui ai dit, ça va continuer comme ça, on n'a qu'à se libérer. Et pour couronner le tout, le regard de la société qui pèse souvent si lourd. Vraiment, le regard de la société, c'est vraiment difficile à supporter. Ça même, ça c'est vraiment compliqué. Chacun, quand on te voit, dit tu as un enfant hors mariage. J'ai été fille mère et je sais comment les difficultés qu'elle traverse. Et c'est dommage. La société, c'est dommage. La société prend ses filles de n'importe quoi, tout en oubliant que ton enfant peut être victime. Ta soeur peut être victime. Il ne faut jamais juger. Tanti Rebecca, native de la région, tente à sa manière de venir en aide à ces jeunes femmes. Et pour minimiser le phénomène, elle propose. D'abord pour les contraceptifs, c'est le donner gratuitement aux filles. La majorité, 95% des ménages là, même les 100 francs, on n'en a pas. C'est donner les contraceptifs gratuitement. Et c'est ouvrir des bissongos pour ces enfants, pour que nous puissions vraiment nous occuper d'eux. Et des centres de formation pour ces filles, parce qu'elles n'ont pas voulu être comme ça, les aider. Garantir un revenu à ces femmes, c'est offrir du même coup, de lendemain meilleur à ces tout petits, espoir et fierté malgré tout de leur mère.
Et nous retournons dans la région du Sahel où, vous le savez, est implantée une équipe de votre chaîne publique. La RTB de Dori a reçu la visite du président du conseil d'administration de la chaîne au cœur des grands événements. Alexis Konkobo est allé s'enquérir des conditions de travail des agents de la RTB dans le Sahel burkinabé. Le reportage sur place avec Souleymane Kouanda et Seydouzon. Échange direct entre les agents de la RTB de Dori et le président du conseil d'administration. Occasion donc pour le personnel d'exposer les difficultés qui entravent la bonne marche du service. Ces difficultés sont entre autres le manque de matériel et de ressources humaines. Au terme donc de cette visite, je dis et je répète, l'État doit accompagner non seulement la RTB Dori à travers la mise à disposition de logistique, de matériel, de caméras, de matériel de prise de son, de construction de bâtiments télévisuels, d'équipements studio et surtout un renforcement au niveau du personnel pour que effectivement les thèmes qui seront développés au cours des différentes émissions soient en adéquation avec la réalité sécuritaire de notre pays. Le président du conseil d'administration a profité de l'occasion pour annoncer aux travailleurs de la RTB de Dori la relance de la construction du siège de la RTB, dont la réception du bâtiment est prévue avant 2020. Pour le passage de la RTB à la société d'État, Alexis Konkobo a informé le personnel de la réception du rapport du cabinet d'études. Il les a rassurés que des rencontres sont en cours en vue de la poursuite du processus. C'est bientôt les vacances et pour ceux qui en auront, et nous vous proposons donc une visite touristique à 45 km de Dano, dans la province du Yoba, région du sud-ouest. Nous sommes à Djikologo, où est nichée sur une montagne une grotte militaire. Elle a été construite par l'armée française pendant la période coloniale. Aujourd'hui, la forteresse n'est plus l'ombre que d'elle-même. Elvis Twina et Siège Judicaël Poda y ont effectué une visite. Reportage. Située à l'entrée est de la commune rurale de Djikologo, la grotte militaire est un vestige colonial. Avec près d'un siècle de vie, cette grotte trône au-dessus du relief de la zone. On l'a commencé à creuser en 1940 et c'est fini en 1942. Il y avait un chef, l'armée française, le chef de bataillon c'est nommé Guillaume. Et c'est avec eux, ils ont fait associer nos ancêtres qui étaient là. Ils ont creusé cette grotte. Et qui servait pour la guerre mondiale de 1939-45. Et vous voyez l'emplacement de la grotte par rapport à la frontière que nous avons au Ghana. Il n'est pas très certain, mais ces informations nous font croire que c'était pour contrecarrer la pénétration anglaise. Construit à base de matériaux locaux, sa position offre une vue de choix sur la frontière naturelle avec le Ghana. Un labyrinthe, des sorties pour canons, compose cette forteresse. Un espace de 200 places dédié au sport et au conseil militaire taillé dans la roche se trouve à quelques longueurs de la grotte. Mais hélas, ce patrimoine culturel n'est pas entretenu. Bon, c'est resté comme un lieu touristique. Mais comme ce n'est pas aménagé, bon, et c'est de temps en temps que nous aussi on passe pour voir quelque chose. Bon, et puis vous voyez, les portes, ça a commencé à se gâter. Ça a été construit en banco. Ce n'est pas du ciment, c'est en banco. Mais la terre était mouillée avec le beurre du karité pour pouvoir faire ça là. Depuis 1942, ce qui est là, bon, ça a commencé aussi à se gâter. Cette grotte est plus petite que sa sœur de Diebougou. Mais contrairement à celle-ci, celle de Djikologo sert désormais de lieu de culte traditionnel. Les roussettes et autres hirondelles y ont élu domicile. La forteresse se trouve dans un état de détérioration avancée. La grotte militaire de Djikologo est un site touristique très important pour la province du Yoba. Et nous sommes en train de discuter avec la commune de Zambo, avec le ministère de la Culture, pour voir dans quelle mesure nous pouvons aménager ce site-là. Ce patrimoine culturel de la province du Yoba est méconnu du public. Ce site a besoin d'être restauré afin de mieux le mettre en valeur et par ricochet permettre à la commune rurale de Djikologo d'accueillir plus de touristes.
Cette année encore, le carnaval Dodo a tenu toutes ses promesses. La 46e édition du carnaval initiée par l'Association nationale des ensembles Dodo s'est tenue hier soir à Ouagadougou. 7 troupes ont rivalisé de talent et c'est celle du secteur 8 qui remporte le trophée. Retour sur cette soirée culturelle avec Nong Bakuda et Moumouni Soubeiga. La troupe Nongtaba du secteur 8 de Ouagadougou est le grand vainqueur de la 46e édition du carnaval Dodo de l'Association nationale des ensembles Dodo. Cette équipe de la ville de Ouagadougou était en compétition. Les critères de notation étaient entre autres la chorégraphie et la musique. Vraiment, ils ont joué, nous on a créé. Les animaux aussi ils ont bien joué, surtout la musique, surtout le costume. Vraiment, je suis très content avec mes éléments. Ils ont mouillé le maillot. Les meilleurs ont été choisis selon des critères bien définis qui sont dans le règlement intérieur, qui sont la création, la chorégraphie, la synchronisation danse-musique, le chant, etc. Donc le premier a eu 14, 15 de moyenne. Et le dernier a eu, je crois, il n'a pas eu la moyenne. Chaque année, l'Association nationale des ensembles Dodo tient ce carnaval le jour de la fête du Ramadan. Au-delà de son aspect compétitif, ce carnaval vise à promouvoir la culture au Burkina et à encourager la cohésion sociale. À chaque année, c'est à la fin du mois de Ramadan, la fête du mois de Ramadan, que l'ANEDO organise le carnaval Dodo pour faire égayer les musulmans qui ont terminé le mois de jeûne de Ramadan. La compétition s'est tenue à la maison du peuple de Ouagadougou. Et à l'occasion, les organisateurs ont lancé un plaidoyer aux autorités communales présentes pour la rénovation de cette salle. Lui est heureux à l'idée de vivre. Il est considéré comme un miraculé dans son village. Le père Lucien Abunga peut rendre grâce à Dieu qu'il n'occulte pas dans sa guérison de la maladie d'Ebola. Les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo y voient un soutien vivant pour barrer la route au virus. Heureux à l'idée de vivre, c'est l'expression qui a marqué le visage d'un prêtre. Le père Lucien Mbonga de la paroisse d'Itipo dans le diocèse de Mbanda-Kabikoro au nord-ouest de la République démocratique du Congo, devenu un héros de son village après avoir été guéri du virus Ebola par les autorités sanitaires. L'homme de Dieu avait été placé en quarantaine dans un centre de santé. Aujourd'hui libre et guéri, il s'érige désormais en sensibilisateur et espère apporter son soutien à la communauté. Facilitons-nous la vie, la tâche aussi, pour qu'on puisse arrêter avec ce virus. Sinon, ça va tuer, ça va exterminer toute une génération dans notre village, dans ma paroisse, et que le Seigneur nous aide aussi à faire ce travail. Je ne veux plus la mort de ce virus dans notre paroisse. Pour le directeur général de l'OMS, le challenge pourrait être relevé avec la collaboration de tous au regard des résultats obtenus. Nous devons travailler avec les chefs religieux et les chefs communautaires pour nous présenter leur communauté. Le prêtre nous a promis de travailler dur pour aider les autres à ne pas contracter l'infection et à sauver des vies. Donc c'était vraiment bon à voir et j'étais très heureux de rencontrer les survivants et de les aider. L'Organisation mondiale de la santé et les autorités ont lancé une vaccination ciblée le 21 mai en RDC. Depuis, 809 personnes ont été vaccinées dans la région, selon le ministère de la Santé. La trêve n'aura duré qu'un instant. Les États-Unis et la Chine ont relancé les hostilités commerciales ce 15 juin. Chacun des deux pays annonce de nouveaux droits de douane de 25% sur 50 milliards de dollars d'importation. Le consensus durement obtenu il y a moins d'un mois est désormais de l'histoire ancienne. Dans la joute commerciale entre les États-Unis et la Chine, Pékin confirme sa contre-attaque. En réponse à l'annonce de Donald Trump, l'Empire du Milieu appliquera donc également des droits de douane de 25% sur 50 milliards de dollars des importations. Dès le 6 juillet prochain, 34 milliards de produits américains seront ainsi taxés. Dans la liste, des produits agricoles, des produits marins, mais aussi des voitures. Avec de telles hostilités commerciales, le relatif consensus trouvé il y a moins d'un mois vole complètement en éclats. Le 19 mai dernier, Pékin et Washington avaient pourtant annoncé un accord de principe.
Ce vendredi, le président américain a annoncé de nouvelles taxes similaires, ciblant de son côté les hautes technologies industrielles. Donald Trump avait d'ores et déjà promis d'autres taxes en cas de représailles chinoises. La Coupe du Monde, elle poursuit son bonhomme de chemin avec l'entrée en lice du groupe D ce samedi. En première rencontre, l'Argentine a été accrochée par l'Islande. Une contre-performance pour l'équipe de Lionel Messi qui a même raté un pénalty. Le résumé avec Alpha Ouattara. Et c'est fait, triple sifflet et l'Islande qui réalise l'exploit et qui tient en échec l'Argentine. Un nul à l'allure d'une défaite. Face à la plus petite nation du mondial, l'Argentine de Lionel Messi n'a pu faire mieux qu'un nul. L'Argentine a donc été contrariée par l'Islande et Lionel Messi a échoué face au gardien islandais. Et pourtant, en renard de surface, Sergio Agüero ouvre le score à la 19e minute. Le joueur de Man City parvient à contrôler et à ajuster le portier islandais. Pu enfin percer la défense. Le bon travail pour aller servir à Agüero. Le centre tir de Rojo. Un but à 0 pour l'Argentine. 4 minutes plus tard, l'Islande égalise après un cafouillage. Traîné dans la surface de réparation, la frappe. Et attention, elle est toujours là. Quelle occasion pour les Islandais qui peuvent, avec Gudmundsson, le centre tir, la sortie et l'égalisation. L'Islande a son fuseau. Un but partout. C'est le score à la pause. Et un peu à l'image de l'Australie contre la France, le petit poussé. Frappe, répond présent. La deuxième période voit des Argentins ultra dominateurs. Ils multiplient les offensives et bénéficient d'un pénalty généreux à la 62e minute. Il va terminer au sol, c'était un peu limite. Pénalty. Lionel Messi rate le franc. Alderson, la parade. Malgré les nombreuses tentatives, les deux équipes se séparent sur le score de 1-1. Un bon point pris par l'île aux 350 000 habitants. Grosse déception par contre pour l'Albi Céleste. Ils obligent l'Argentine à se contenter d'un partage des points. Déception également pour le Nigeria, un autre représentant africain dans le mondial russe qui a été battu par la Croatie 2-0. Troisième sortie africaine, troisième défaite. Les équipes africaines sont à la peine en attendant donc l'entrée en liste de la Tunisie lundi et de celle du Sénégal mardi. La Croatie prend la tête du groupe D. Merci d'avoir suivi cette édition unique du journal ce soir. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.